Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le cadre du podcast L'entrepreneuriat authentique et surtout la mini-série Les voies du passage authentique, j'ai l'immense honneur et bonheur de recevoir Noémie Demule, que je vous présente à l'instant. Noémie, elle est tanadoula et naturopathe en France. Elle sillonne l'Hexagone avec une grande liberté de mouvement, répondant présent partout où sa présence est requise. Là où il y a un besoin, une famille, une traversée délicate, elle se met en route. C'est une femme dynamique, audacieuse, qui aime sortir des sentiers battus et proposer une approche vivante, incarnée et profondément humaine de l'accompagnement. Elle s'exprime avec une justesse et une éloquence remarquables et sa parole porte autant que sa présence. Noémie, elle incarne réellement cette nouvelle génération de l'accompagnement qui ose faire les choses autrement avec cœur, conscience et engagement. Alors, sans plus tarder, je l'accueille. Salut Noémie! Et coucou, merci pour cette présentation qui me touche fort. Oui, ça me fait tellement plaisir. Puis merci d'avoir accepté cette invitation-là pour un enregistrement. Avec plaisir. J'ai toujours à cœur de pouvoir parler de ce sujet-là, donc c'est toujours avec joie. Oh, mais génial! Puis dis-moi, donc, dans ta présentation, je disais que tu étais tanadoula et naturopathe. C'est quel Mhm. métier qui t'a interpellé en premier? Ah, ça c'est une vaste question. Je pense que j'ai toujours eu un regard sur la mort qui est quand même différent, en tout cas, de ce que je pouvais voir autour de moi. Et en parallèle, j'ai assez vite, moi, eu des soucis de santé quand j'étais plus jeune et où je me suis du coup tournée naturellement sur une autre, voie de guérison quelque part et les plantes et les huiles essentielles et les fleurs de bac ont quand même, fait partie de ma vie personnelle très tôt. Donc ça paraissait évident finalement de choisir, de se former et de professionnaliser vraiment cette passion-là, parce que ça part vraiment d'une passion, d'une vision de la vie, mais d'une passion aussi, quoi. Puis après l'entrelac s'est fait un peu tout seul, je me suis formée en naturopathie et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert du coup ce métier de tanadoula qui pour moi était, un peu comme je veux dire un rêve. C'est-à-dire que j'avais vraiment une vision de la mort qui, comme elle correspondait très peu à ce que j'avais autour de moi, je finissais par me dire que ça devait être, juste moi dans ma tête quelque part qui avait cette vision-là et c'est tout. Donc le jour où j'ai découvert que c'était un métier, je me suis dit: «OK, déjà c'est pas juste dans ma tête. Cette vision de la mort et de la vie, c'est pas juste dans ma tête et en plus, c'est un travail pour lequel on peut se former». Donc du coup, ça paraissait évident d'aller sur cette voie-là. Je pense que c'est une vocation, quoi. Oui. Choisir de faire les 2, c'est ce qui me représente aussi très fort parce que j'ai une vision de l'accompagnement où pour moi, il y a des choses qui sont possibles de soulager par les voies naturelles, différemment de la médecine allopathique, mais en étant en symbiose avec eux aussi parce que finalement, je le constate après plusieurs années, quand on travaille main dans la main, on arrive à toucher encore plus de personnes et puis à remettre les patients surtout au centre de leur propre parcours. Donc c'est quand même assez incroyable de pouvoir faire ça, quoi, du coup. Ah, génial. Puis quand est-ce que tu as su que c'était exactement ta place, justement, de mettre de l'avant ta vocation? Alors moi, j'ai été mariée une première fois et mon épouse est décédée à l'époque d'un glioblastome, donc d'une tumeur cérébrale. Donc on a choisi de faire les choses, à notre manière, donc à la maison, voilà, on a vraiment, fait ça entre nous. Alors avec évidemment l'équipe médicale, mais quand même entre nous. Dès l'instant où on choisit de le faire à la maison, c'est pas tout à fait le même chemin non plus et donc
bon, bah, inévitablement, elle est décédée du coup de cette tumeur cérébrale et je me suis dit: «Il y a quand même, il y a des choses qui sont fantastiques en France de par le biais médical», mais j'arrivais aussi à voir les zones où il y avait besoin de plus. Mmh. Ouais. Donc je me suis dit: «OK, je pense que, il y a une parole à libérer». Déjà la verbalisation de tous ces Mmh. sujets-là, elle est vraiment venue de, ma détresse à moi, de me dire: «C'est fou comme on manque de support. C'est fou comme, c'est au moment où on est, le pire de sa vie», puisqu'à ce moment-là, c'était vraiment le pire de ma vie, et de constater que si on n'a pas l'énergie de chercher des solutions, Ah, on les trouve pas. Mmh. c'est ça, c'est très compliqué. Donc ça s'est fait tout seul, en fait. Honnêtement, aujourd'hui, quand je regarde le parcours entier, j'aurais pas du tout, Non. à l'époque, mesuré que ça puisse prendre cette ampleur-là, que ce soit, les accompagnements, le camion, le fait de me déplacer comme ça géographiquement. Il y avait rien de prémédité du tout. Non. Juste j'ai laissé les choses, se faire comme ça me paraissait juste, parce que c'est surtout ça aussi, je voulais quelque chose qui soit juste, et j'avais à cœur de pouvoir proposer ce qui, moi, m'a manqué à une époque, du coup. Donc Oui, le terreau vient quand même aussi beaucoup de l'expérience, personnelle, du coup. oui, tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu rêvais de devenir quand tu étais tout petite? Alors, j'ai jamais été très, comment je pourrais dire ça? Le cadre a jamais été trop mon truc, donc les cases qu'on peut chercher à nous donner, moi je rentre pas dans les cases, du tout. Donc j'avais du mal justement à trouver vraiment quelque chose qui m'anime. Ça a toujours Je savais qu'il y avait un rapport tourné vers l'autre, ça OK. s'est vu assez vite parce que j'ai travaillé beaucoup dans le social et tout ça, donc je savais qu'il y avait quand même cette fibre-là humaine. J'avais besoin d'être en lien avec l'humain. Ça, c'était plus ou moins sûr, mais très honnêtement, Oui. mais ceci dit, c'est rigolo parce que j'ai eu, voulu être instite à un moment donné. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps, et j'ai voulu être, reaper, c'est-à-dire, en langage, grossier, heu, éboueur. Oui, Donc je devais déjà avoir à l'époque, quelque chose avec les camions, c'est-à-dire que j'ai toujours oui. été très, très attirée par les camions et Ah. du coup, j'ai un souvenir comme ça petite de me dire: «Ça doit quand même être super de conduire un camion toute la journée, de pouvoir grimper sur le camion, de pouvoir». Donc finalement, j'ai fait un petit gloubi-boulga de tout ça, camion compris du coup. J'ai fait Mhm. un petit mélange. Mais j'ai Justement, là, toujours été très curieuse, quoi, donc il y avait un peu de tout finalement. tu sais, justement, là, tu parles de ton camion, c'est vraiment quelque chose qui est particulier, qui est particulier à toi, là. Tu sais, comme je le mentionnais, tu te promènes. Ouais, ouais, c'est un vrai, alors c'est un choix qui à la fois s'est imposé à moi, toujours pareil avec mon parcours personnel, parce que, du fait du veuvage, on avait alors le contexte familial faisait que, ma compagne de l'époque avait des enfants, d'une première union, qui étaient pas les miens, mais qui l'étaient indirectement, puisque du coup, bah, j'étais quand même, je participais à l'éducation, on vivait tous ensemble, voilà. Donc quand elle est décédée, j'ai continué de m'occuper d'eux jusqu'à ce que le papa décide de déménager, et OK. donc je me suis retrouvée dans cette position de, ma femme meurt, mes enfants s'en vont, Ouais. donc vraiment dans la pire période, la plus sombre, de mon existence, quoi, où je me retrouve à me dire: «OK, ça ne va maintenant passer que par tes propres envies, donc qu'est-ce qui t'aiderait? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te ferait ressentir un minimum de joie?» Et cette envie de camion, elle était là bien avant, le décès, la maladie, tout ça, donc je me suis dit: «Bah, on va acheter un camion». Oui. Donc j'ai démarré par ça, OK. et je l'ai aménagé parce que je savais que j'allais vouloir, pouvoir, dormir dedans, tout ça, et en l'aménageant, je me suis dit: «C'est marrant parce que, bah, j'aimerais pouvoir être au plus près des personnes qui en ont besoin», et comme finalement je n'ai plus d'attache fixe, Mmh. hem, bah, autant partir sur les routes, quoi. Donc Ah! ça s'est fait un peu, tout seul, et puis très vite, j'aime beaucoup la liberté. Donc j'ai laissé la maison, j'ai vécu pendant 2 ans entièrement dans mon camion, quelles que soient les saisons, donc où tu te déplaces, où tu veux, comme tu veux, selon soit mes envies, personnelles, soit les accompagnements, qu'on pouvait me demander d'effectuer, et du coup, ça a donné, bah, j'ai fait la France, j'ai été un peu en Belgique, j'ai été en Suisse, j'ai été en Espagne, j'ai fait un peu de tout finalement, pendant un peu plus de 2 ans, ouais.
avec Wow! avec beaucoup de joie, mais parce que j'aime cette vie-là aussi. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas forcément raccord avec le fait de vivre dans 5 mètres carrés. Enfin voilà, c'est quand même assez atypique, mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, les cases, c'est pas trop, c'est Ouais, pas non. trop mon truc. Hey, je suis curieuse de voir dans tes voyages, justement, tu as vu plusieurs pays. Est-ce que tu vois une façon différente de percevoir la fin de vie ou la mort? Justement, même si c'est si proche, est-ce qu'il y a quand même des différences? Ouais, c'est quand même pas la même chose. Alors déjà, en règle générale, par exemple en France, quand tu arrives quelque part et que souvent cette question sociologique un peu, qu'est-ce que tu fais comme travail, ça vient quand même assez vite dans une conversation. Tu réponds Tanadoula, ça veut Ouais. rien dire. On est obligé d'expliquer, d'éduquer, de vraiment poser des mots. Tu vas en Suisse. Bonjour, je suis Noémie, je suis Tanadoula. Ça équivaut à peu près à si en France tu disais je suis Noémie et je suis kiné. C'est à peu près OK. le même. Donc c'était très surprenant la première fois. Il y a aucune surprise. Tu Non. dis je suis Tanadoula et ah ok c'est cool. Et c'est très surprenant de constater ce truc de il y a pas de, ils savent ce que c'est quoi. C'est pas donc évidemment le rapport à la mort est pas du tout le Non. même. On est sur quelque chose de complètement différent. L'Espagne, c'est assez intéressant aussi. Ce qui est, euh, Ce qui est intéressant, c'est leur vision de la vie et de la mort, de l'être humain dans sa globalité. C'est pas la même chose non plus. C'est plus ouvert, du coup. OK. Donc c'est quand même indirectement plus doux. Hmm. Parce que plus La d'expression France, de sentiments ou ouais, ouais. je pense. Je pense. La France est un peu en retard, quoi, quand même. On est un peu. On a des sujets sur lesquels on est très évolué, mais sur celui-là, bon. Ouais. Et puis en France, quand tu dis je suis Tanadoula et naturopathe, c'est deux métiers qui sont quand même plutôt pointés du doigt, mine de rien. Ouais. Est-ce que tu te sens l'âme un peu révolutionnaire, si on veut? Est-ce qu'il y a Oh des oui, choses? Ouais. ah ouais, c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, il y a ce. T'as la sensation d'être un peu outsider, quoi. T'es vraiment. Et puis, voilà, choisi sous un format de camion, tout est un peu atypique. Et puis, bon, voilà, j'ai le crâne rasé, je vis avec mon chien. Bon, maintenant, c'est différent. J'ai une vie familiale qui est pas la même, voilà. Mais c'est vrai que à cette époque-là, vraiment, tu comprends bien que c'est quelque chose de très marginal, en fait. Oui. Les gens te regardent vraiment, j'ai fait floquer sur le camion, et si mieux vivre la vie, c'était vivre, et si mieux vivre la mort, c'était vivre pleinement. Ouh. Autant te dire que quand tu te déplaces sur les routes, les gens sont un peu surpris, ils savent pas Oui. trop, est-ce qu'on va avoir des problèmes, Ouais. que... Et puis la petite anecdote, c'est quand même que comme il y a le poêle à bois, il y a donc en hiver en tout cas une sortie de La- cheminée. Oui. Donc comme sur le camion, il est question de mort, les gens sont un peu interpellés, ils se demandent un peu qu'est-ce qui se passe du coup dans ce Oui. camion, c'est un peu Oui. étrange quoi. Oui. Donc Ouais. mais ça c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir les sujets aussi quand tu te stationnes quelque part pendant 2, 3 jours. Tu peux être sûr que les gens à un moment donné vont venir toquer, ont des questions, ont besoin de comprendre en quoi ça consiste et c'était aussi le but de Ben oui. pouvoir libérer la parole et de pouvoir effectivement j'ai vraiment très fort incarné ça pendant 2 ans, de me mettre à disposition des gens, autant dans les accompagnements que en dehors, dans les questionnements qu'ils pouvaient avoir sur la mort, sur la vie, sur tout ça, ouais. Ah Donc oui. oui, quand même, ouais. Oh, mais j'aime ça, la petite phrase sur le véhicule. À l'époque, moi, il y a une quinzaine d'années aussi, j'avais fait placarder mon véhicule pour mon entreprise de doula. C'était systématique. À chaque fois que j'allais à l'épicerie ou dans un centre commercial, je me faisais arrêter. Puis les gens ont besoin de parler, ils ont besoin de Ouais, ventiler. c'est ça. Ils Oh ont oui. besoin en fait, moi, je trouve, ce qui manque, c'est vraiment un espace de parole. Donc, Mhm. dès l'instant où ils se rendent compte qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui est OK avec le fait de parler de la mort et qui est à l'aise et qui en parle naturellement et facilement, dans la plupart du temps, ils se faufilent, entre guillemets, dans la brèche, quoi. Et ils en profitent pour pouvoir poser leurs questions et pour pouvoir élargir la vision des choses aussi, quoi. Oui. Puis, est-ce que tu considères cette phrase-là comme un peu ton mantra, comme ta devise Oui, de ton entreprise, un oui. peu, là? Oui, oui. Et puis même de mon entreprise, et puis
de ma personne même, c'est vraiment ma vision de la vie, c'est vraiment ça. Je pense que pour mieux vivre la mort, il faut pouvoir vivre pleinement. Oui. Donc ça me représente assez bien, ouais. Oh, c'est bon ça. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu aimerais faire changer justement dans les mœurs, dans les mentalités par rapport à la mort? Ce que j'aimerais, si j'avais vraiment une baguette magique, ce serait qu'on puisse considérer qu'il ne peut pas y avoir de vie sans mort et de mort sans vie. Ouais. Je pense que c'est ça qui manque aussi beaucoup. On met la mort dans un placard parce que on n'aime pas trop ça et parce que évidemment que c'est source de chagrin, de détresse. Ça, c'est inévitable dès l'instant où il y a un rapport humain et une relation qui se tisse. Et à la fois, moi, je dis souvent, pour justement avoir ce côté naturopathe et donc cette connaissance du corps humain, tous les jours, on a des cellules de notre corps qui meurent. Et Oui. c'est ce qui permet justement de rester en vie et de pouvoir se renouveler sur les cheveux, sur les ongles, sur la peau, donc c'est pas possible de vivre sans mort. Ça n'existe pas, même au niveau de la nature, on le voit sur les saisons. S'il y a pas de mort à un moment donné, il peut pas y avoir de vie. Eh non, ça Et fait je partie. pense que si on arrive à accueillir ça, et ben la vie sera du coup beaucoup plus douce. Les personnes qui ont le plus peur de la mort, sont celles qui justement sont le plus embourbées dans leurs émotions et dans leur vie. Donc j'adorerais qu'on puisse arriver à ça. Il y a ce côté-là et puis, je suis, très animée par le principe de médecine intégrative et parce que je pense que l'évolution même, historique, je vais dire, de la France, c'est que au fur et à mesure des décennies, on a progressé en médecine, Oui, mais on s'est éloigné de l'humain de oui, par la progression que la médecine pouvait avoir. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse quand même, faire un équilibre entre tout ça. Je vois beaucoup de personnes que je peux accompagner, hem, qui sont concernées par leur propre maladie et qui sont pas considérées comme telles. Ce que je voudrais, c'est qu'on place l'humain au centre avec ses expériences personnelles, professionnelles, ses croyances, sa oui, spiritualité ou non, ses antécédents médicaux, d'accord, mais son antécédent d'humain aussi, quoi. oui. Ce serait vraiment l'idéal, quoi. Mais on y arrive, hein, petit à petit, mais c'est un chemin qui est long, quoi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Moi, je le dis tout le temps, justement, dans les formations que j'anime, de voir la personne dans son ensemble, tu sais, le volet holistique, le cœur, le corps, la tête, tout ça ensemble, c'est important, là. C'est ça. Et je pense que c'est la clé, justement, pour Ouais. même quand il est question d'une guérison ou en tout cas d'une évolution de maladie, c'est vraiment d'avoir voilà ce regard holistique qui va faire que les choses seront vécues différemment. Mhm. Ah, tout à fait. Si quelqu'un t'approche demain matin, puis là, il te pose la question, Noémie, j'ai envie de travailler dans le domaine soit de la fin de vie, du deuil, du funéraire. Est-ce qu'il y a des choses que je connais pas du domaine que je devrais connaître avant de le faire? Alors, des choses que je connais pas, je sais pas ce que je répondrais à ça. Je sais que par contre, j'aurais tendance à proposer d'être très au clair avec soi-même. Hmm. Je pense que pour travailler dans ce secteur-là, il faut vraiment, vraiment être Ouais. très au clair de sa propre vie, de ses propres émotions, de ses propres décès, de sa vision de la mort, de la sienne, mais de ses proches. Enfin, ça demande vraiment d'être, très aiguisé de ce côté-là, quoi. Tu peux pas, je pense, aller dans ce métier-là si t'es pas, si tu pas travaillé fort sur toi, en fait. Parce que c'est ça, du coup. Il faut Oui. savoir se regarder en face. Ah, tout à Si tu fait. fais de l'évitement sur toi-même, Mm-mm. ça va être compliqué. Oh non, c'est important d'apprendre à se connaître comme humain pour mieux accompagner un autre humain, justement. C'est. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis ça permet aussi de connaître ses limites. Ouais. Quand tu te connais suffisamment, tu sais quel type de contexte, par exemple, ça n'est pas possible d'accompagner. Parce que Oui. c'est aussi ça, du coup, sur le papier, on se dit: «Ben, on peut accompagner tout le monde» et puis, en fait, dans la matière, il y a peut-être des choses qui feront des échos, des fois, qui et ça, tu peux pas savoir si Mm-mm. tu te connais pas toi-même. Oh non, c'est important, c'est important. Puis dis-moi donc, où tu t'imagines dans 5 ans avec ton entreprise? Je pense que, j'aimerais réussir à, avoir un camion plus grand, OK, qui permettrait peut-être, un tout petit peu plus de confort. OK. Qui jusqu'à présent était OK, mais qui fait que bon, bah, j'ai 35 ans, il y a quand même des choses qui évoluent, même moi physiquement dans Oui. mon propre corps. Donc c'est sûr que, à terme, dans 5 ans, il y a toujours un camion, ça c'est sûr, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester parce que, je suis vraiment,
j'aime vraiment pouvoir aller là où on me demande de venir et de me sentir en sécurité quand même chez moi, là où on me demande de venir. Donc, le camion dans 5 ans, mais même dans 10 ans, 15 ans, je pense que ce sera toujours d'actualité. Je pense que d'ici à dans 5 ans, j'aimerais réussir à proposer à terme quand même de pouvoir former des gens, Oui. continuer d'accompagner, mais réussir à proposer des modules qui peuvent justement englober et l'accompagnement de fin de vie et de deuil et la naturopathie, parce que c'est quelque chose pour lequel il y a peu de personnes qui se positionnent, parce que ça peut paraître un peu frileux comme sujet, et du Oui. coup, difficile de trouver des interlocuteurs qui se positionnent de manière très franche. Et c'est mon cas, donc je sais que pour l'instant, j'ai pas forcément l'élan, parce que c'est beaucoup de démarches aussi, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Mais je pense que d'ici à dans 5 ans, c'est possible qu'il y ait des petites choses qui germent quand même à un moment donné. Ah, c'est chouette. Puis dis-moi donc, est-ce que tu as un rêve ultime justement par rapport à ton domaine d'activité? J'adorerais réussir à proposer un centre à un moment donné, c'est-à-dire un espace vraiment de ressources, où tu peux trouver, toujours pareil, ce qui moi m'a manqué à un moment donné, vraiment un lieu où tu peux trouver à la fois des médecins, mais aussi des sophrologues, des naturopathes, des acupuncteurs, où vraiment tout est au même endroit. Oui. J'aimerais vraiment, voilà. Et je crois que j'adorerais qu'il y ait plus de personnes comme moi, du coup. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui proposent de faire ce métier en itinérance, voire Oui. pas. Pas en tout cas en étant aussi élargi comme ça géographiquement. Et je pense que ça permettrait à plus d'êtres humains de pouvoir, par exemple, mourir chez eux, ou en tout cas de rester le plus possible dans un contexte qui leur est confortable. Oui. Est-ce Donc que si tu te je vois à la si je tête pouvais, d'une équipe? ouais, j'aimerais bien. Est-ce que tu te vois à la tête d'une équipe comme ça où chacun sillonne son coin de pays ou? Ah! Ah ah! Alors à la fois oui, et à la fois j'ai déjà eu par le passé, quand je travaillais dans le social, j'ai déjà eu l'expérience de passer à la tête d'une équipe, et c'est pas forcément ce que je préfère, parce que moi ce que j'aime, c'est le contact avec l'humain. Quand tu Ouais. passes à la tête d'une équipe, c'est Eh, pas tout à fait la même chose, quoi, du coup. non. Mais former, je pense que c'est un rêve qui est complètement possible, et qui pourrait permettre aussi de continuer de planter des graines, mais différemment. Oh oui. Parlant Et de oui. planter des graines comme ça, justement, toi, ça fait combien de temps là, que tu pratiques tes métiers? Alors on est en 2026, donc ça fait 5 ans. 5 ans. Ouais. Ça s'est fait, en fait, honnêtement, ça s'est fait très tôt. C'est-à-dire que quand j'ai démarré la formation de Tana Doula, j'avais déjà un pied dans les réseaux sociaux, parce qu'il faut quand même préciser qu'effectivement, moi, ce qui fait mes accompagnements, les personnes qui me connaissent, elles me connaissent à travers les réseaux sociaux. Donc disons que j'ai eu très vite, très tôt, des choses à dire Ouais. sur la mort, sur le deuil, sur les émotions, sur tout ce qui me paraissait un peu étrange, qu'on verbalise pas, alors que ce sont des choses qui se passent, et donc je trouvais ça un peu surprenant. Du coup, les accompagnements sont venus à moi dès les premières semaines où je me suis formée, et donc je me suis questionnée de me dire: «Mince, je viens de démarrer la formation, c'est en termes de légitimité, tout ça, bon voilà». Et j'en avais beaucoup parlé avec la prof à l'époque, qui m'avait dit: «C'est toi qui sais, Mmh. toi qui sens». Moi, je pars du principe, c'est vrai depuis toujours, que rien n'arrive par hasard, donc si quelque chose t'est proposé, c'est qu'a priori c'est le bon timing, donc je me suis laissée porter, pareil. Et puis du coup, ça a démarré finalement très tôt, quoi, quelque part. Oh! Puis j'ai envie d'aller chercher un peu ta fibre entrepreneuriale avec tes médias sociaux. Comment tu vois ça? Comment tu gères l'ensemble de tes plateformes? Alors ça demande beaucoup d'énergie. Mmh. Heu, je pense, et heureusement, j'avais pas du tout idée de l'ampleur que ça OK. allait prendre, et donc je le vois avec beaucoup de recul. Ouais. Hem, ça aurait pu être un truc qui monte un peu à la tête à un moment donné. Ça n'a jamais été vraiment mon cas. Je sais que j'ai des périodes où j'ai besoin de couper, Ouais. parce qu'il y a les accompagnements, on va dire, pour lesquels je suis rémunérée, et puis il y a tous les accompagnements que je vais faire en off,
pour lesquels Oui. les gens vont m'écrire, vont me questionner, vont m'écrire, je suis en train d'accompagner mon grand-père, ma grand-mère et il se passe ça, il se passe ça. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu peux me donner ton avis? Et donc je réponds à chaque fois à tout le monde. À chaque fois que je reçois un message, je prends le temps de répondre, on prend le temps d'échanger, donc il y a forcément des moments où il y a besoin de couper parce que, parce que j'ai quand même assez vite compris qu'il fallait que je continue de privilégier ma vie privée aussi et donc d'avoir des moments off. J'essaye de proposer un contenu qui va répondre aux questions que je reçois le plus souvent, et aux choses pour lesquelles, d'après moi, il faut, plus de verbalisation. Donc je le gère de manière très, simpliste finalement, et très familière parce que c'est vraiment, une communauté où on échange, on discute, on rigole. Il y a des gens qui me suivent depuis, plusieurs années et qui du coup ont vu aussi l'évolution au début, j'ai toujours une maison, je suis avec mon camion, on va dire 15 jours par mois, bon voilà, puis après je laisse la maison, je ne fais que vivre dans mon camion, qui ont vu vraiment même l'évolution d'une sédentarisation à nouveau quand on a pris la maison là dans le sud Gironde. Enfin, vraiment c'est très familial finalement. À hauteur de 35 000 personnes, c'est très familial, c'est un peu troublant, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas moi. Ben, moi, je trouve ça fantastique parce que tu as réussi à faire une connexion humaine. Puis quand on est capable d'utiliser justement les médias sociaux pour parler avec son cœur, puis répondre à un vrai besoin, c'est fantastique, là. Ouais, ouais, c'est ça. Là où il faut une petite vigilance, c'est que, évidemment, de par les réseaux sociaux, il n'y a pas que des retours positifs. Il peut aussi y avoir beaucoup de retours qui sont assez impactants. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça demande d'être très au clair avec soi-même Ouais. parce que c'est des messages de haine, c'est des commentaires qui sont vraiment qui touchent à mon intégrité physique, par exemple, donc il faut être vraiment faut avoir les reins solides et il faut être à l'aise avec soi-même, quoi. Il faut être pas être en doute de soi-même parce que sinon ça peut donner un résultat qui est vraiment délétère, quoi. Fait que dans le fond, le conseil suprême que tu as à donner à quelqu'un justement qui veut se faire connaître via les médias sociaux, c'est l'assurance puis la solidité de notre posture, si je comprends. Oui, et puis de d'avoir foi en soi, quoi. Oui. Et puis je crois que les réseaux sociaux, il faut que ça soit quand même il faut qu'il y ait une part de plaisir. Oui. C'est-à-dire que je l'ai eu fait à une époque. Euh, En fait, il faut poster si on est en joie de le faire. Oui. Il faut pas poster par obligation parce que sinon ça va être parce que c'est contraignant, parce que ça prend du temps. Tu vois, les vidéos, il faut les tourner, il faut les découper, il faut les sous-titrer, donc c'est quand même les gens se rendent pas toujours compte. C'est en plus des journées de travail, il faut faire toute cette partie-là aussi que moi j'adore, mais qui prend du temps. Donc il faut forcément le faire avec joie parce que sinon c'est pas il y a rien d'agréable quoi du coup. Oh. Oh non, tout à fait. Et dis-moi donc, si tu avais à faire un petit voyage dans le temps, puis te retrouver ta version de toi-même au début de ta carrière, qu'est-ce que tu aimerais dire avec les connaissances puis que tu vis actuellement? D'y croire, je crois. Hmm. D'y croire et puis de continuer de sourire parce qu'en fait vraiment depuis le début c'est très paradoxal mais je suis devenue maintenant sur les réseaux sociaux je suis celle qui parle de la mort avec le sourire quoi et euh, et ça me représente vraiment parce que ce sourire il est là depuis toujours donc je pense que je et puis peut-être je lui dirais quand même de d'être bien accrochée parce que ça m'a apporté des opportunités que j'aurais jamais soupçonnées, une visibilité qui a quand même été assez surprenante. Enfin, moi, de ma petite personne, de là où je viens et de là où j'étais, c'était ça, quand ça a été les radios, les journaux, c'est toujours un peu, voilà, ça surprend quoi un peu. Donc, de juste avoir foi en moi, et c'est tout, je pense. Et de bien dormir la nuit, parce que Oui, ça donne des journées, ça donne des journées qui sont quand même bien remplies. ah oui. Et j'aime ça de parler justement avec le sourire, le rire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un fou rire monumental, justement, soit dans un accompagnement, tu sais, des fois, c'est un petit rire nerveux, mais des fois, c'est de bon Alors, et puis c'est pas tant nerveux parce qu'en fait, quand on me demande, moi, souvent les gens, on va pas se mentir, voient l'accompagnement de la mort comme un truc un peu lourd, un peu glauque, un peu tout ça.
Moi, j'ai rarement été autant connectée à la vie et à la lumière qu'en accompagnant la mort. Donc, en règle générale, c'est des moments de vie qui sont assez incroyables. Ce qui peut donner des rires, c'est les manifestations de corps. En fait, on est tous un peu des enfants. Ça va être les relâchements corporels, ça va donner des gaz, ça va donner des choses où, sur un contexte très lourd, où on est tous sérieux, où on est tous. C'est ça fait partie des choses qui peuvent générer quand même. Et puis souvent, si la personne a une conscience qui est un peu altérée, elle se rend compte sans se rendre compte. Donc ça peut donner des réactions qui sont quand même très atypiques et qui très souvent sont assez drôles et font relâcher la pression beaucoup, quoi. Oui. Ah oui, oui, non, mais et puis moi je suis dans la mesure où, parce que toujours avec respect et bienveillance, etc. Mais de manière générale, j'amène les choses avec légèreté et avec sourire. Donc le rire est quand même quelque chose dans les accompagnements qui vient très vite, en fait. Parce que les Oh, gens ont besoin de rire et souvent s'interdisent de rire de par le contexte. Ils se disent, oh là là, il faut pas, c'est pas le moment, quoi. Alors que c'est justement le moment. C'est là oui. qu'il faut y aller, quoi. Tu vois, en naturo, on dit que on considère chaque organe comme ce qu'on appelle un émonctoire. Donc, la façon de vidanger l'organe, bah, si c'est évidemment le côlon, ça va être les selles. Si c'est les reins, ça va être les urines, la peau, la transpiration, tout ça. Et on considère que le système nerveux est un peu comme un organe à part entière. Et les deux façons de nettoyer le système nerveux, c'est les larmes et le rire. Et Donc il y a besoin d'avoir dans les accompagnements, moi je trouve que c'est vraiment important que les personnes se sentent à l'aise de pleurer, mais se sentent à l'aise de rire aussi du coup. oh oui, on se rejoint beaucoup là-dessus. Moi aussi, le rire, ça fait partie intégrante parce que justement, dans fin de vie, il y a le mot vie, puis il faut le vivre Ouais. justement pleinement, là. Oui, oui, et puis c'est souvent, ça, moi c'est une expression que je reprends souvent parce que on peut vite basculer sur, au lieu de dire une personne en fin de vie, on peut parler d'un mourant. Et je trouve Oui. ça triste parce que bah, on est d'abord en vie avant d'être mort, quoi. Donc c'est important de pouvoir garder en tête que bah, la personne, oui, elle était en fin de vie et oui, à un moment donné, il va y avoir la mort, mais pour l'instant, elle est en vie. Et, et c'est important de le signifier parce que c'est quand même pas la même vision, quoi, du coup. Ah oui, tout à fait. Dis-moi donc, un conseil ultime que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans cet univers-là? Alors ça dépend. Quand on me demande un conseil émotionnel, on va dire, pour se lancer, j'ai tendance à voilà, répondre qu'il faut être au clair avec soi-même et que il faut vraiment avoir de ce côté-là bosser sur soi. Quand on me demande un conseil plus pratico-pratique, on va dire, en général, je propose d'aller sur le site de Cybèle. OK. Parce que du coup, d'office, je sais qu'en fait, ça va permettre. Oui. En fait, ce que j'aime, c'est que les gens maintenant viennent vers moi dans la même démarche que ce que j'ai pu faire moi il y a quelques années, c'est-à-dire qu'ils ont une idée de la mort, de la vie, de tout ça, et ils ont besoin d'avoir un support. Ils ont besoin de pouvoir lire un site internet où ils se disent, putain, c'est un vrai, c'est ça que j'ai dans la tête, en fait. Donc souvent, je leur propose d'aller jeter un œil pour qu'ils puissent se rendre compte d'eux-mêmes de est-ce que ça correspond à leur vision ou pas, en fait. Oh, intéressant. Puis comme petit mot de la fin un peu humoristique, parce que tu sais, je t'ai quand même déjà rencontré, je sais que tu aimes beaucoup danser, la musique. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la chanson que tu aimerais avoir à tes propres funérailles? Ça, j'en ai plein. C'est OK. même c'est difficile de choisir parce que selon les périodes, ça va être différent. Alors, très classiquement, je vais dire, il y a quelques années, ça aurait été Allumer le feu, tu vois, de Johnny, parce que je trouve ça très drôle. Sur une crémation, je trouve ça très drôle. Voilà, moi, ça me fait beaucoup rire. Et puis, j'aime beaucoup Johnny, donc je trouvais ça très pertinent. Euh, je sais qu'après, il y a quand même des artistes qui ont tendance à proposer des choses. Tu vois, je pense à Vianney, par exemple, qui peut aussi proposer des chansons qui vont vraiment mettre en lumière la vie, la mort, oui, mais la vie aussi et tout ce qui reste après, en fait. Donc, euh, donc ça dépend. Honnêtement, ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà prévu mes obsèques et que il y a beaucoup on n'est pas sur un truc pathos, quoi. On n'est pas sur un truc. On est sur de la musique qui bouge. Je veux que spontanément, il y ait ce truc d'avoir envie de se mettre à danser, parce que ça me représente aussi beaucoup. Ben Donc, oui. moi, je dis souvent à mes proches, s'il vous plaît, le jour où je meurs, il faut danser, quoi. Vous pouvez pleurer si vous voulez, ça, c'est pas un problème.
Mais il faut danser parce que vraiment, c'est ça, moi, qui m'anime. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas de la danse. Donc forcément, j'ai quand même à cœur. Mais j'ai prévu plein d'autres choses, dont plein de choses. Il y a même j'ai même prévu des surprises. Enfin voilà, c'est un peu une espèce de grosse fête à laquelle j'ai déjà beaucoup réfléchi parce que j'ai fort joie de réfléchir à ça et de quelque chose qui me correspond, quoi. Oui. Oh, mais c'est bien ça. Mais écoute, je pourrais continuer des heures et des heures. C'est toujours plaisant d'échanger avec toi. Mais écoute, je te remercie du temps que tu viens de passer en ma compagnie. C'était précieux. Des beaux échanges. Vraiment, tu es une personne incroyable. Eh ben, merci à toi parce que c'était très agréable. Mais on se reprend bientôt. Puis pour tout le monde, mais on vous souhaite une merveilleuse journée. Oui, et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.